Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un type de crise cardiaque qui est non seulement très fréquent, mais aussi, et c'est ça le problème, souvent mal compris. Un infarctus qui ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. On va partir d'une question simple, mais qui change tout. Et si une crise cardiaque ne se présentait pas comme une crise cardiaque? C'est une idée un peu déroutante, parce que ça remet en question toutes les images qu'on a en tête, souvent tirées des films. Allez, on commence. Première étape de notre exploration, une attaque d'un genre différent. On va voir ici que les signes peuvent être vraiment subtils, mais que le danger, lui, est absolument réel. Alors le nom technique, c'est STCA, sensus décalage du segment ST. Ou pour faire plus simple, on utilise l'acronyme anglais NSTE-ACS. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une crise cardiaque qui est provoquée par le blocage partiel d'une artère du cœur. L'analogie la plus simple, c'est d'imaginer un tuyau. Il n'est pas complètement bouché, mais il est tellement encrassé que le débit est très très réduit. Concrètement, voilà le mécanisme. Une plaque de cholestérol, ce qu'on appelle l'athérome, se fissure. Un caillot de sang se forme dessus. Mais, et c'est ça toute la différence, le sang arrive encore à passer, au compte-gouttes. Ce petit filet de sang qui passe, c'est vraiment la différence cruciale avec l'infarctus classique, où l'artère est totalement bloquée. Et c'est là que les choses se compliquent. Les symptômes peuvent être super trompeurs. Bien sûr, on a parfois la douleur thoracique typique, qui dure, qui serre, mais très souvent, on a des symptômes dits atypiques. Ça peut être une douleur dans le creux de l'estomac, une simple indigestion, une douleur aiguë ou même juste un essoufflement soudain qui sort de nulle part. Et il faut savoir que certaines populations, comme les personnes âgées, les femmes et les personnes diabétiques, sont plus susceptibles de présenter ces signaux trompeurs. Bien, maintenant qu'on a posé le décor, comment les médecins font-ils pour y voir clair? Deuxième partie, on va résoudre l'énigme. On va voir comment les médecins se transforment en véritables détectives. Pour mener l'enquête, il y a une piste à suivre, en 3 étapes clés. D'abord, l'interrogatoire, l'histoire que raconte la personne, ses symptômes. Ensuite, on cherche des indices visuels, avec l'électrocardiogramme, l'ECG. Et enfin, on cherche la preuve irréfutable dans le sang, avec les marqueurs cardiaques. L'ECG, c'est donc le premier grand indice. Un tracé normal, c'est une ligne de base bien régulière. Dans le cas qui nous intéresse, ce qu'on observe souvent, c'est un petit creux subtil, une dépression du segment ST. Mais attention au piège. Et c'est un point absolument crucial. Dans 5 à 25% des cas, l'ECG peut sembler tout à fait normal au début. Ce qui bien sûr peut totalement égarer le diagnostic au premier abord. Alors, s'il y a un doute, qu'est-ce qui va nous donner la preuve formelle? C'est la prise de sang. On y cherche la troponine. La troponine, c'est une protéine qui est libérée uniquement quand le muscle du cœur est abîmé. Donc, si son taux est élevé, le verdict tombe, c'est la confirmation qu'une partie du cœur a souffert, c'est la preuve irréfutable de l'infarctus. Ok, le diagnostic est confirmé. Mais maintenant, il faut savoir à quel point la situation est urgente. C'est notre 3e partie, mesurer le danger. L'idée, c'est d'évaluer le risque très précisément pour choisir le meilleur traitement au meilleur moment. Pour faire cette évaluation, il existe un outil très puissant, le score de risque GRASS. C'est un calcul qui intègre plein de paramètres différents, l'âge bien sûr, mais aussi le rythme cardiaque, la tension, l'état des reins. On regarde aussi s'il y a des signes d'insuffisance cardiaque et évidemment, on intègre les résultats de l'ECG et des fameux marqueurs sanguins. Et ce score, ça donne quoi en clair? Eh bien, il permet de classer le risque en 3 niveaux. Un score bas, c'est un risque de mortalité à l'hôpital de moins de 1%. Un score intermédiaire, on est entre 1 et 3%. Et un score élevé, c'est plus de 3% de risque. C'est ce chiffre qui va véritablement dicter l'urgence de la suite des opérations. On en arrive donc au traitement. 4e partie, on va déboucher l'artère. Pour ça, il y a une approche qui se fait en 2 temps, une sorte de double stratégie. Le premier temps, c'est la stabilisation. On administre immédiatement un puissant cocktail de médicaments, des anticoagulants, des fluidifiants, pour calmer le jeu et stabiliser l'artère. Et dans un 2e temps, on passe à l'investigation. On réalise une coronarographie, c'est un examen qui permet de voir, littéralement, où se trouve le blocage. Pour les patients jugés à haut risque, cet examen doit avoir lieu très vite, dans les 24 à 48 heures. Et si on trouve un rétrécissement important, la solution, c'est souvent de poser un stent. Le geste est assez incroyable. D'abord, on guide un tout petit cathéter jusqu'à l'artère rétrécie. Une fois en place, on gonfle un ballonnet qui va écraser la plaque contre la paroi. Ce gonflement déploie en même temps un petit ressort, une sorte de grillage qu'on appelle un stent. Et puis, on dégonfle et on retire le ballonnet en laissant le stent sur place. Il va agir comme un tuteur pour maintenir l'artère bien ouverte. Et après tout ça, est-ce que c'est fini? Pas tout à fait. C'est la 5e et dernière étape. Et elle est cruciale, le chemin de la guérison.
la vie après. Pour le long terme, le traitement de fond est souvent résumé par un acronyme facile à retenir, BASIC. Le B, c'est pour bêta-bloquant, qui diminue la charge de travail du cœur. Le A pour anti-agrégant, essentiel pour empêcher la formation de nouveaux caillots. Le S, ce sont les statines, pour faire baisser le cholestérol. Le I, ce sont les IEC, des médicaments qui protègent le muscle cardiaque. Et enfin, le C, qui est peut-être le plus important de tous, c'est le contrôle des facteurs de risque, c'est-à-dire l'alimentation, l'exercice, l'arrêt du tabac, bref, l'hygiène de vie. Et ça nous amène à la conclusion la plus importante de toutes, qui est d'ailleurs une citation tirée de notre source. Le meilleur traitement est la prévention, le contrôle et l'éviction des facteurs de risque d'athérothrombose. Je crois que tout est dit. Et je vais conclure avec une question pour la réflexion. Maintenant qu'on sait que les symptômes peuvent être si subtils, si trompeurs, comment est-ce que ça pourrait ou devrait changer la façon dont on écoute notre propre corps? C'est une pensée avec laquelle je vous laisse. Merci de votre attention.